Vous regardez New One Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage. Joe Biden a prononcé mardi son dernier grand discours à la tribune des Nations Unies. Le président américain a adressé un message personnel aux dirigeants du monde. Dans ces termes, l'intérêt de votre peuple doit primer sur votre désir de demeurer aux commandes. On va en parler et il est également revenu sur la situation en Ukraine, au Proche-Orient, au Soudan ou encore sur les relations avec la Chine. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Après donc un sommet de l'avenir à l'ouverture de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies consacrée aux grands défis de l'humanité pour les générations à venir. Plus de 100 chefs d'État et gouvernements se sont succédés donc à la tribune alors que les conflits se multiplient partout dans le monde. Et la question pullineuse justement, c'est comment gérer ces différents conflits. Ben, c'est tout le problème, puisqu'on peut dire que c'est la grand-messe, pratiquement au niveau d'une organisation comme l'ONU. En principe, cette assemblée devait être l'occasion pour qu'on fasse le point sur ces conflits qu'il y a au niveau du monde et qu'à défaut de résoudre les conflits à l'instant, que des feuilles de route permettent de résoudre ces conflits avant la prochaine session de l'Assemblée générale. Le constat partagé aussi est qu'il n'y a pas eu de grandes avancées malgré les tractations ici et là. Mais il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir parce que de la façon dont l'ONU est constituée aujourd'hui, les conflits dont on parle le plus aujourd'hui, quand vous les regardez, directement ou indirectement, mais ce sont des pays membres du Conseil de sécurité ayant un droit de veto qui sont d'un côté ou de l'autre, ou qui sont d'un côté et de l'autre. Alors que, de la façon dont on a structuré les Nations Unies aujourd'hui, une décision de l'Assemblée générale avec cette centaine de chefs d'État, mais n'a aucune valeur devant une décision prise par les 5 qui ont le droit de veto, ou bien même s'ils prennent une décision, un seul parmi les 5 est capable de bloquer la décision. Je crois qu'il serait bon qu'on s'arrête également, pas seulement sur les conflits à travers le monde, mais sur l'ONU en tant qu'organisation, pour comprendre pourquoi cette organisation s'est sclérosée jusqu'à ce point-là. Parce que tant qu'on ne réglera pas le problème de l'ONU en tant qu'organisation, qui a du mal aujourd'hui à fonctionner comme il se doit, surtout sur les questions politiques, sur les questions militaires, mais l'ONU parlera des problèmes qui sont dans le monde, mais l'ONU malade va difficilement aller servir pour pouvoir soigner les autres malades qui l'entourent. Mamadou Diouf, direz-vous que maintenir la paix dans le monde, cet objectif principal de l'ONU est mis à mal? Pour cette année, au moment de l'Assemblée générale, l'ONU doit se remettre en cause, puisqu'il fallait éviter la guerre en créant l'ONU. Il fallait préférer le dialogue à l'affrontement pour résoudre les problèmes. Mais si on devait lister aujourd'hui tout ce qu'il y a comme conflit dans le monde, alors que l'ONU est là pour éviter des conflits, il est clair que si on fait un bilan, quand on est gentil, on va dire que le bilan est mitigé. Mais quand on fait un sérieux bilan, le bilan commence à être actuellement un échec, parce qu'en plus du fait qu'on ne résout pas les problèmes, l'ONU est en train de faire preuve presque d'incapacité devant des problèmes qui se posent. Mais rappelons-nous que quand on a décidé de supprimer la SDN pour mettre en place l'ONU, c'est parce qu'on considère que la SDN n'était plus en mesure de prendre en charge les problèmes du monde. Mais est-ce que l'ONU aujourd'hui n'est pas au même niveau que se trouvait la SDN au moment où on décidait de dissoudre la SDN? Regardez en pleine Assemblée générale des Nations Unies ce qui se passe actuellement au Liban, qui risque d'embraser cette partie du monde si on ne tient garde, et ça se fait pendant même la session de l'Assemblée générale où l'essentiel des chefs d'État se retrouvent dans cet endroit. On n'est même pas capable d'empêcher une telle chose. Est-ce qu'on peut empêcher tout le reste? Parce que ce n'est pas le seul conflit, ça c'est un seul parmi plusieurs conflits. Conflits géopolitiques, conflits diplomatiques, économiques, parfois même ethniques. L'Afrique du Sud qui dénonce aujourd'hui l'apartheid dans la bande de Gaza. On peut dire que les armes ne sont pas brandies partout, mais il y a quand même des difficultés. Mais il y a des difficultés. On parle plus des armes. L'ONU, on nous a tellement habitués à cet aspect politique, à cet aspect maintien de la paix, mais que les gens oublient que l'ONU, ce n'est pas que ça. L'ONU, c'est des questions sociales.
L'ONU, c'est des questions environnementales. L'ONU, c'est des questions de santé. L'ONU, c'est l'enfance. L'ONU, c'est les femmes. L'éducation. L'ONU, c'est les droits de l'homme. Il y a énormément de choses. Mais comme ça se passe dans nos pays, tu as une dictature du militaire et du politique. C'est-à-dire que vous avez ces deux questions. Aujourd'hui, on en parle tellement au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'on a l'impression que c'est cela seulement le travail de l'Organisation des Nations Unies, alors que non, l'Organisation des Nations Unies planche sur beaucoup de questions en essayant d'anticiper même sur un certain nombre de situations. Mais ce travail des experts est noyé par le fait que les plus grandes questions, si on peut les appeler grandes, concernent des guerres, concernent des questions politiques, et ces questions viennent étouffer le reste du travail qui est fait de façon très scientifique par des experts qui sont là pour travailler au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Malheureusement, ces dimensions, on ne les met pas en avant comme on met en avant d'autres dimensions. Regardez le discours de Biden, il parle de Gaza, il dit quoi sur les enfants dans le monde? Il dit quoi sur l'environnement? Il dit quoi sur l'économie mondiale? Il dit quoi sur ce monde où les gens veulent aujourd'hui un multipartenariat? Les gens refusent qu'il y ait quelqu'un qui se considère comme étant le gendarme du monde et qui oblige les autres à suivre. Mais voilà des questions fondamentales qui devraient être posées, pas en termes de discours où tu parles, certains applaudissent, certains rient, hein, parce qu'à l'ONU c'est comme ça. Tu parles, il y en a qui applaudissent, il y en a qui rient parce qu'ils savent que tu as parlé très fort. Mais bon, ça ne fait même pas bouger la salle. Je ne parle pas de faire bouger le monde. Quand on veut faire bouger le monde, il y a un travail à faire. Et ce travail se fonde sur deux éléments. Le premier, c'est les intérêts. Le second, c'est les rapports de force. Il n'y a pas un autre secret pour cela. Et justement, parlant de Joe Biden, dans son discours à la tribune de l'ONU, le président américain a déclaré, je cite, « Il est temps de mettre un terme à la guerre à Gaza », fin de citation, mais il a aussi évoqué l'Ukraine, le Liban, le Soudan, entre autres. Mais quel impact peut avoir ces déclarations fortes, ouvertes également du dirigeant sur justement l'avenir de ces conflits? Il veut peut-être se donner bonne conscience, parce que dans tous ces conflits, les Américains sont dedans, qui donne à Israël l'argent et les armes pour bombarder les Palestiniens. C'est indiscutablement les États-Unis. Comment il veut dire qu'il faut arrêter une guerre? Alors que tous les spécialistes sont d'accord que si Netanyahou continue à faire ce qu'il veut, c'est que les Américains n'ont fait aucune pression sur le Premier ministre israélien. Ils auraient pu faire pression et empêcher ce qu'il fait. Vous avez vu d'autres pays qui ont reconnu l'État palestinien, vous avez d'autres pays qui refusent actuellement de vendre des armes à Israël. Qu'est-ce que Biden a fait? C'est ça qu'il doit nous dire d'abord. Ses souhaits, c'est pas la peine, il parle. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était là? Et qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il est encore là? Je crois que c'est sur ça qu'il doit répondre. Sur la question du Soudan, ils sont d'un côté, les Russes sont de l'autre. Si ça ne s'arrête pas, c'est encore eux. Ce n'est pas les puissances africaines. Non, nous n'avons pas cette puissance de façon générale. Les Africains ont autre chose à faire en termes de priorité que de se faire la guerre. Et les Africains doivent refuser d'être utilisés comme instrument pour faire la guerre. Ils parlent de l'Ukraine. Justement, parlant de l'Ukraine, d'une part, on demande la fin de la guerre et de l'autre, avec les alliés de l'OTAN, on mobilise. La mobilisation se poursuit pour fournir le nécessaire, notamment les armes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est très simple. Ils sont rentrés dans une chose où le plan était une offensive diplomatique, une offensive économique et une offensive militaire contre la Russie, en espérant, à défaut d'écraser la Russie, de pouvoir affaiblir fortement Poutine. En oubliant que Poutine est un ancien du KGB qui a appris de ce qui était passé auparavant. Diplomatiquement, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Mais rien du tout. Même les pays africains ne se sont pas soumis comme ils ont l'habitude de le faire. Ne parlons pas d'autres pays qui refusent catégoriquement aujourd'hui de prendre la posture des Américains et de l'OTAN de façon générale. Ils ont échoué sur le plan diplomatique. Sur le plan économique, ils ont essayé d'imposer des sanctions qu'ils ont amené crescendo. Jusqu'à présent, on n'a pas appris quelque part que les Russes sont en train de mourir de faim, de faire la queue pour acheter à manger à cause des sanctions. Donc, aucun résultat. Au contraire, certaines de ces sanctions même sont en train de se retourner contre leur propre population et malheureusement contre nos pauvres populations qui n'ont rien à voir avec cela, parce que dans le coût de la vie aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, ce problème
avec le maïs, un certain nombre de céréales, joue sur le marché mondial sous la forme d'un choc exogène par rapport à des produits que nous ne produisons pas. Le troisième élément, c'est le côté militaire. À part l'incursion de l'Ukraine dans cette partie du territoire de la Russie, quelle victoire l'Ukraine a obtenue pendant cette guerre? Et combien de milliards, combien de matériel l'OTAN a mis à la disposition du président ukrainien sans pour autant obtenir de résultats? Actuellement, ils veulent sortir parce qu'il va être très compliqué dans leur pays. Parce que dans ces pays, on s'explique après de justifier à quoi a servi tous ces milliards de dollars qu'on a utilisés pour mettre à la disposition de l'Ukraine. Et en termes de résultats, on a de l'Ukraine qui est plutôt détruite. En termes de résultats, véritablement, on n'a pas empêché la Russie de continuer. On voit la Russie venir s'installer en Afrique, renforcer ses relations avec la Chine, avec l'Inde, etc., avec l'Arabie Saoudite même, qui était plutôt proche des Américains, etc. Mais ils vont devoir s'expliquer par rapport à leur opinion nationale. Donc cette offensive n'a véritablement pas marché. Ils sont peut-être en train de se rendre compte, puisqu'ils ne gagneront pas la guerre, bon, il faut essayer de trouver une porte de sortie en ne laissant pas la Russie écraser l'Ukraine et peut-être en profitant de cette situation pour trouver une solution, puisque même Zelensky dit clairement qu'il faut actuellement trouver une solution. On dirait que lui également, il est persuadé qu'il ne pourra plus gagner la guerre, contrairement à ce qu'il disait chaque jour à ses concitoyens. Et de l'autre côté, au Liban, le conflit dans la bande de Gaza a également provoqué un autre front. Est-ce que finalement l'embrasement tant redouté est à ses débuts? Malheureusement, c'est difficile de prédire dans ce genre de situation. Ce qui est sûr, c'est que le monde joue avec le feu aujourd'hui. Et comme on le sait, quand on joue avec le feu, on risque un incendie. Il y en aura pas, c'est très difficile de le dire, puisque souvent les gens réfléchissent en termes de rapports militaires, ce qui n'est pas vrai du tout. Si c'était vrai, les Américains allaient régler le problème de l'Irak, ils allaient régler le problème de l'Afghanistan, ils allaient régler le problème de la Somalie. Ils n'auraient pas eu tout ce qu'ils ont eu comme problème, parce que malgré tout ce que les Américains nous disent comme armée extrêmement forte, dans quelle guerre extérieure les Américains ont gagné? Ça veut dire que quand on regarde en général, on dit il a les armes, il a ceci, donc il est le plus fort. Mais dans la réalité, on voit autre chose. On voit ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup de gens n'osaient pas jurer au départ que l'Ukraine allait pouvoir résister même pendant un seul mois. On est très loin d'un seul mois. Donc dans ce genre de situation, vous avez les deux belligérants, plus les appuis de ces deux belligérants, en fonction de la détermination qu'il y a d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. C'est ça qui va déterminer une déflagration beaucoup plus importante ou pas. Ici, le risque, il est là. Le Hezbollah, tout le monde le sait. Mais je ne dis pas que c'est des alliés à l'Iran, ça dépasse à la limite une alliance. Si l'Iran décide de venir prêter main forte au Hezbollah, si le Yémen fait la même chose, mais il est clair qu'on sera dans une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qui semble être pour le moment une guerre entre Israël et le Liban, puisque moi je ne dirais pas Hezbollah, puisque quand tu vas bombarder jusqu'à Beyrouth, ce n'est pas le Hezbollah seulement, tu es en train de t'en prendre aux Libanais de façon générale. 558 morts et plus de 1800 blessés selon les autorités libanaises. Et le bilan le plus lourd en une journée, c'était la journée d'hier depuis le conflit de 2006 entre le Liban et Israël. Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence. Un conseil de sécurité qui se retrouve aussi d'une manière en difficulté et qui a besoin de se réformer. Qui a effectivement besoin de se réformer, parce que les Libanais sont en train de connaître l'exode des Palestiniens également. Il y a 90 000 personnes qui sont en train de se déplacer dans tous les sens, puisque les gens commencent à quitter la zone frontalière pour aller vers Beyrouth, en espérant y trouver la sécurité. Beyrouth étant bombardée, vous avez un déplacement énorme de populations libanaises aujourd'hui qui ne sont pas encore dans la même situation que les Palestiniens, parce que là-bas c'est carrément autre chose en termes de difficultés inhumaines qu'on fait subir aux populations. Mais ça pose un problème. Et ce problème que ça pose, c'est qui peut arrêter. Mais normalement, l'Organisation des Nations Unies était la meilleure organisation pour pouvoir arrêter les conflits, quel que soit le conflit. C'est tellement vrai qu'ils ont prévu de mettre en place des forces pour cela. Mais aujourd'hui, encore une fois,
avec la composition actuelle du Conseil de sécurité, avec cette question de droit de veto, avec ces pays détenteurs des droits de veto qui sont partie prenante dans toutes ces guerres, malheureusement, le Conseil de sécurité ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on trouve une autre alternative avec d'autres pays qui se prononcent, comme la Turquie, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, qu'on essaie de trouver une sorte de coalition pour remettre en cause ce qui est là, pour qu'on remette en place une autre organisation des Nations Unies. Celle-là, elle est désuète d'un point de vue historique. Elle est devenue limitée d'un point de vue géopolitique. Elle ne peut pas porter l'avenir du monde actuel. Il faut qu'on l'accepte et qu'on retrouve une ONU qui soit véritablement réformée et une ONU qui soit là pour tous les pays, pas pour quelques pays seulement. Et à 81 ans, le président américain qui a décidé de se retirer de la course à la Maison-Blanche pour tenter de décrocher un deuxième mandat a déclaré ceci: n'oubliez jamais que nous sommes ici pour servir le peuple et non l'inverse. Un rappel important dans son dernier discours devant des dirigeants du monde entier ou ailleurs, on se bat encore pour des mandats supplémentaires. Important pour lui également, il ne faut pas oublier qu'il ne semble pas être parti de gaieté de cœur. Il a voulu avoir un mandat à 81 ans, un deuxième mandat. Il a voulu persister malgré ses gaffes. Il a fallu qu'à un certain moment, de l'intérieur de son parti, que certains prennent leurs responsabilités pour dire « Ah non, il faut arrêter pour que lui, il s'arrête ». Effectivement, c'est un très bon conseil qu'il donne, qu'il se l'applique lui-même. Il aurait dû le faire pour que ça soit un très bon conseil. Et c'est valable également pour tous les pays du monde. Quand on est président de la République, c'est pour servir, ce n'est pas pour se servir. Quand on est président de la République, c'est pour répondre aux aspirations des populations. Cela évoque également la question de bonne gouvernance. Mais bien sûr, quand on n'est pas en mesure de le faire, je le dis régulièrement sur ce plateau, il faut démissionner. Parce que c'est ça la mission. Je ne suis pas capable d'assumer la mission, mais je vais laisser la place à quelqu'un qui va venir assumer la mission. Quand on met l'intérêt du peuple devant, c'est comme cela que ça se fait. Mais quand tu dis ça va être moi, coûte que coûte, que ça marche ou que ça ne marche pas, quand tu parles du peuple, c'est de la propagande. Merci, Mawa de Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.